Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Léa, merci d'avoir accepté mon invitation sur EventCheck. Comment ça va aujourd'hui ? Super. Bonjour Clémence. Merci à toi pour cette invitation. Avec plaisir. En forme, tu es prête à nous révéler tous tes secrets ? Ah, peut-être pas tous. Pas tous. Un bon magicien ne dit pas tout. Mais oui, je suis prête à partager avec toi en tout cas. Super. Donc toi, justement, tu es directrice de site d'Iconic, qui est un food court à Paris. Tout à fait. Qui a été créé par Enchanté Group. Tu vas nous expliquer un peu tout ça. Mais d'abord, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Comment ou par quels établissements tu es passé, par quel poste, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui ? Qu'on comprenne un petit peu mieux qui tu es. Alors moi, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique. À la base, j'ai commencé à Ferrandi, l'école de gastronomie française, en bachelor manager de restaurant. J'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, d'entreprendre à Malte où j'ai ouvert un bar à vin. Et puis Malte c'était un petit peu petit, j'ai un peu la bougeotte, donc je suis rentrée en France, j'ai repris mes études et puis j'ai intégré le groupe Elior en alternance en master finance. Okay. Au poste de responsable de secteur dans le domaine de la santé. J'ai adoré ma mission. Tous les jours, on a une grosse équipe répartie sur toute l'Île-de-France à gérer sur plein de sites. C'est d'ailleurs mon sujet d'étude pour le master. Mon sujet de mémoire, ça a été le management à distance, comment faire, comment bien faire et comment conserver le lien. Donc c'était en 2018, un peu avant-gardiste par rapport au Covid, tu vois. T'avais senti que j'avais senti qu'il y avait quelque chose, tu vois. Et à la suite de ça, j'ai intégré City Scoot en tant que responsable des opérations. Donc rien à voir, mais moi je suis passionnée de tout ce qui a un moteur. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai foncé dans le domaine du transport et du transport vert, enfin de la mobilité plutôt. Et puis je suis revenue à mes premiers amours, la restauration. Dans une boîte qui faisait de la restauration cachère dans l'aérien, WAM. Et puis ensuite, un plus gros groupe, Eurofin, en tant que responsable grand compte, puis directrice commerciale sur l'hygiène alimentaire. J'ai fait partie aussi de l'aventure Pazzi, qui est donc le premier robot pizzaiolo au monde. Oui. C'est une entreprise qui, à l'heure actuelle, n'est plus. Dommage, parce que c'était quand même un beau projet à la base. Et puis aujourd'hui, je suis sur Iconic, premier food court digitalisé au monde. Je crois que c'est bien ça qui m'attire, tu vois. Le fait d'être le premier à faire. City Scoot, les premiers scooters dans Paris, le premier robot. Ouais, l'innovation. Un food court dans Paris, déjà c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est vrai qu'on a la Felicita depuis quelques années, mais là on est quand même sur un modèle assez différent où on a vraiment 4 stands de restauration qui sont différents. La Felicita, c'est une marque qui Exactement. Opère. Là, on est vraiment sur des restaurants complètement différents dans un espace commun. Moi, pour la petite histoire, j'habite à Lisbonne et on en a un très gros à Lisbonne qui s'appelle le Times Out. C'est des lieux qui brassent des volumes assez importants. Et en Espagne aussi, je sais qu'ils sont bien développés sur ça. Il y a Italie aussi qui peut, pour ceux qui sont un petit peu allés en Europe, qui peut un peu vous donner une idée de ce qu'est un food court, même si Italie, non, ils ont plus de marques de restauration qui vont venir faire des stands. Donc ça marche aussi. Le food court en Europe se développe, ouais. Donc voilà, donc l'idée avec Iconic, c'est ce food court. Pourquoi tu dis digitaliser ? Digitaliser parce qu'on a fait le choix de supprimer la borne.
Il y a quelques années, quand les bornes se sont implantées dans les restaurants, les clients étaient un peu perplexes et se disaient non, je préfère aller à la caisse parce que je connais. Et puis finalement, maintenant, tout le monde aime la borne parce que c'est plus rapide. On est dans un monde où on veut toujours faire plus vite. Et donc, le fait de digitaliser chez nous, en fait, vous vous installez dans le restaurant avant même d'avoir commandé. Sur votre table, il y a un petit QR code que vous scannez avec l'appareil photo de votre téléphone et vous pouvez passer votre commande assis à votre table. Dès que c'est prêt, on vous envoie un petit texto, vous récupérez votre commande dans le stand et donc, voilà, vous êtes en totale autonomie pour passer votre commande. Vous ne faites pas la queue ni à une caisse ni à une borne. Oui, vous supprimez complètement cette expérience de file et d'attente en retrouvant l'expérience qu'on a en restaurant. C'est-à-dire qu'on arrive, on est assis et on commande, mais avec un outil digital, quoi. Et avec un objectif, en fait, c'est d'avoir des salariés qui sont plus concentrés sur l'expérience client. Donc, ils sont là, en fait, pour accompagner les clients, pour débarrasser, pour expliquer le concept plutôt que d'encaisser simplement. Oui, je comprends. Donc du coup, il y a du staff qui va être mobile sur Iconic. Exactement. On les nomme les runners. Donc ils sont là en fait pour apporter les commandes aux clients qui n'ont pas regardé leur téléphone et la commande patiente plus de 2 minutes dans le stand, pour débarrasser les tables quand les clients ne l'ont pas fait, pour faire un coup de propre le matin, le soir, pour accompagner aussi les clients dans la prise de commande, parce que quand on est dans l'innovation, on a un rôle en fait d'éducation vis-à-vis du consommateur. Nous, on le voit bien, scanner un QR code et passer sa commande via son téléphone, c'est pas une chose aisée pour tout le monde. Même si tout le monde a l'habitude de Uber Eats et d'Amazon, quand il s'agit d'un restaurant, on a l'impression que c'est complètement différent. Pourtant, c'est le même mode de commande. Si vous avez passé une commande sur Amazon, vous êtes à même de passer une commande chez Iconic. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose d'usuel, donc forcément, il faut accompagner le consommateur dans ce sens, quoi. Ok. Alors on a vite plongé, mais on va reprendre un petit peu de recul, mais c'est très bien, plongeons. Donc tu as ce parcours qui va nous être utile parce qu'il y a des sujets sur lesquels on va revenir. Moi, je trouve que tu as quand même un profil très terrain aussi. On sent qu'il y a quelque chose où tu aimes bien ce côté équipe. Oui, c'est ce qui m'anime. Donc, je pense que ça va être intéressant de parler avec toi de toute la partie un peu exploitation, management, gestion de masse salariale, notamment parce que dans notre monde à nous d'événementiel, il y a aussi beaucoup de lieux événementiels dont les propriétaires sont sur une reconversion et donc découvrent un petit peu ce monde-là. Quand on est des purs produits de la restauration, on est habitué à être nombreux et à devoir gérer beaucoup de monde, mais quand on débarque, ça peut être un peu voilà. Donc ça on va en reparler. Puis il y a d'autres sujets, je sais, qui te tiennent à cœur, donc ça va nous être utile et c'était bien que tu nous expliques ce que tu as fait. Je pense que ce serait bien qu'on refasse une petite explication, une petite introduction sur Enchanté. Qu'est-ce qu'est Enchanté et Enchanté qui a donné vie donc à Iconic, parce que Enchanté a un parcours, et puis il y a le Covid, et puis ensuite il y a Iconic qui est un autre concept et qui est venu s'implémenter dans le groupe Enchanté. Donc je pense que c'est bien que tu nous expliques tout ça. Du coup, Enchanté, voilà, c'est un groupe qui a l'habitude de faire des lieux festifs éphémères. Ils sont notamment les producteurs de La Bamba, des jardins suspendus. Donc c'est des adresses éphémères qui ont super bien marché avant le Covid. À Paris, donc Enchanté. Oui, exactement. Uniquement sur Paris. C'est des adresses en fait qui sont reconnues pour ça. Enchanté, c'est faire du éphémère, c'est créer en fait une communauté autour de ces lieux. C'est des lieux qui sont en réelle ébullition en fait pendant 2 à 3 mois. La restauration, comme le domaine du coup de l'événementiel, a pris un sacré coup pendant le Covid. D'autant plus la restauration événementielle. Donc Enchanté s'est posé la question de la restauration éphémère, comment, quand, qu'est-ce qu'on fait, et donc on s'est orienté plus sur de la restauration entre guillemets à long terme avec le food court. Pourquoi le food court? Parce qu'il y a toujours cette identité quand même festive d'échange qu'Enchanté ne perdra pas.
et ça nous permet en fait d'avoir plusieurs acteurs food. L'ADN d'Enchanté, c'est pas d'être restaurateur, c'est de faire vivre un lieu de restauration. Et donc, on est accompagné des acteurs food pour faire de la restauration propre. Nous, notre rôle, c'est d'animer ce lieu, de le faire vivre, de créer de l'attrait autour de ce lieu, et surtout, d'en faire un lieu en fait d'action. Ok. Donc ça c'est iconique. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept d'iconique pour par exemple ceux qui vivent pas à Paris ou qui sont passés à côté oui, sans nous voir. Du succès, alors ça j'en ai. Du succès d'iconique. Quel est l'ADN de ce food court, parce que il est quand même dans le monde des food courts, il est quand même particulier. C'est ça, iconique, donc c'est situé avenue d'Italie, Paris 13e. On est en food court d'à peu près 400 mètres carrés, où on a 4 acteurs food plus un bar. Donc on a des acteurs spécialisés dans le burger asiatique, le burger au poisson avec Père et Fiche, la pizza avec Mania, et des acteurs sucrés, et un bar qui fait des cocktails typiques. Tous les 3 mois, on change la carte, et on a même des produits qu'on utilise qui poussent sur le toit végétalisé de Iconic. Ça, il faut le savoir. La sauge, le thym qu'on utilise, c'est quelque chose qu'on va chercher sur notre propre rooftop végétalisé. Et en fait, la particularité d'Iconic, c'est vrai que c'est un petit food court, et sur lequel on fait énormément d'événementiels. On a des événements du mardi au dimanche soir, et parfois même le lundi. Tous les soirs, il se passe quelque chose à Iconic. Quand tu dis événementiel, tu parles du fait que vous animez via des événements, ou tu parles du fait qu'il y ait des groupes ou des privatisations du food court qui ont lieu régulièrement, ou les deux? Alors vraiment les deux, tu vois, pour le coup, vraiment les deux. C'est-à-dire que nous, on a un planning d'event où on va faire des DJ sets, des bingo drag, donc avec une drag queen, des blind tests, des soirées jukebox. Tous les soirs, on va avoir un event. On passe des matchs de foot, typiquement. Mais on a aussi beaucoup de privatisation. C'est un lieu, en fait, qui réunit, qui rassemble. On a 4 sortes de restauration différentes. Donc forcément, pour quelqu'un qui souhaiterait une privatisation et faire que tout le monde soit satisfait de ce qu'il va manger, Iconic, c'est plutôt le bon spot, parce que vous aimez la pizza, il y en a. Vous êtes végétarien, on a des burgers au poisson. Et vous aimez le burger, mais avec une spécialité asiatique, on est là aussi. On l'a aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui plaît, parce que il y en a pour tous les goûts. Ok. Donc ça, on a bien compris Iconic. Après, je vous conseille, chers auditeurs, d'aller voir des photos et le site, et ça vous permettra de comprendre l'ambiance, parce que vous avez une grosse culture pop. C'est vraiment marqué dans l'ADN aussi du food court, d'où aussi c'est les burgers et les pizzas et tout ça s'inscrit dans une ambiance et un ADN global. C'est ça, notre ADN, c'est vraiment la pop culture. Nos égéries, c'est Britney Spears et typiquement, pourquoi pas David Bowie. Et d'ailleurs, prochainement, on va recevoir aussi un stand de corn dog. Donc le but, c'est d'être toujours innovant sur la food. Et je pense que le corn dog répond typiquement à notre clientèle, à la demande qu'on a, d'avoir quelque chose qui est cheesy, sympa à manger, joli, et qui rentre dans toutes les bourses. Oui, évidemment, il y a cet aspect-là aussi. Est-ce que justement sur l'offre de restauration, il y a un espèce de roulement ou pas forcément? Ça va être un peu selon. Oui, c'est l'objectif. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on ait des restaurateurs qui changent assez souvent. Typiquement, là, on a eu à peu près 2-3 départs qui ont toujours été remplacés. C'est fait du coup de façon cyclique. On a toujours des restaurants en mouvement. Le but pour nous, c'est toujours d'avoir quand même cette notion qui est de base l'identité d'Enchanté, cette notion d'éphémère, et donc de pouvoir proposer une restauration toujours innovante à nos clients. Quand on va dans un food court, je pense que c'est justement pour pallier en fait à la monotonie des fois de certains restaurants qui ont un peu la même carte, etc. Dans un food court, vous êtes censé ne jamais vous ennuyer gustativement parlant. Si nous, on ne change pas aussi nos restaurants,
on devient un petit peu comme un restaurant basique. Ok, oui, donc il y a une vraie envie d'être en mouvement vis-à-vis de l'offre et même de ce que vous proposez comme expérience au sein du food court, au-delà de la restauration, j'imagine. Alors, du coup, est-ce que vous avez un segment de clients que vous ciblez particulièrement ou pas forcément avec cette culture pop, etc. Est-ce que vous vous êtes dit, a priori, on va plutôt avoir tel ou tel type de clientèle, ou vous vous êtes dit, on va voir justement. À la base, on s'était dit, oui, ça va plutôt être les jeunes, etc. Okay. C'est le cas, c'est-à-dire qu'on a énormément de moins de 25 ans. Ouais, c'est ça. Okay. C'est moins de 25 ans, qu'on a énormément à midi parce qu'il y a beaucoup d'écoles autour, etc. ou qui viennent faire des happy hours, parce que de 18h à 20h, on propose une happy hour, et donc pas mal d'écoles du coin, on est vraiment le spot pour pas mal d'écoles du coin en happy hour. Mais à contrario, on a une bonne clientèle famille aussi, pas mal d'enfants sur les mercredis, les dimanches. Et puis on a une clientèle 35 et plus en soirée. Même 25 et plus, plutôt en soirée. C'est-à-dire que eux viennent après le boulot, prennent un happy hour, et puis restent pour l'animation, pour le bingo drag, pour ça dépend vraiment des soirées. Work, c'est ça. D'après travail, il y a l'after work étudiant et l'after work après travail qui se mélangent, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ça dépend des soirées beaucoup. C'est-à-dire que sur certaines soirées, on va vraiment avoir une moyenne d'âge de plus de 25 ans, et sur d'autres, quand on fait des DJ sets, typiquement, on est en dessous de 25. Oui, en fonction de l'animation, on a une clientèle qui est complètement différente. Là, par exemple, récemment, on a fait une soirée stand-up. La soirée stand-up, pour le coup, c'était plus 25 et plus. Ok, ouais. Voilà. Ok. Et sur la clientèle événementielle, ceux qui vont venir réserver, ça va plutôt être du B2B, ça va être des particuliers qui veulent fêter, je sais pas moi, un anniversaire. Ouais, on a de poste. Alors ça, on aimerait bien, ouais. Non, on a très souvent des entreprises, beaucoup d'entreprises qui réservent via des agences événementielles. On est en contact avec pas mal d'agences événementielles. C'est ce que j'allais dire. Je pense que les agences vous ont vite vu. Donc, c'est ça. On est les petits chouchous des agences. Mais sinon, en direct, un particulier peut très bien privatiser le restaurant via privatiseur. On est présent sur privatiseur, il fait son devis, et puis voilà. Ou en nous contactant directement sur Instagram. Mais on a beaucoup d'agences événementielles, oui, qui privatisent les lieux pour des clients. On travaille souvent d'ailleurs avec 3 agences qui font des privates assez souvent avec nous. C'est un lieu plutôt B2B. C'est plus pour des entreprises. Sur les dernières soirées, on a fait l'anniversaire des 20 ans de la boîte. On a fêté des fusions, acquisitions d'une boîte à l'autre. Voilà, c'est souvent du gros event. On reçoit entre 150 et 250 personnes sur des privatisations. On peut monter jusqu'à 250 personnes debout, c'est-à-dire en manche debout, cocktail dînatoire, pas assis. Voilà. Et du coup, dans ce cas-là, comment ça se passe avec les acteurs de restauration ? C'est-à-dire que chacun se divise le travail, ou le client peut carrément dire, moi je veux que tel ou tel stand. Oui. Alors sur cet aspect-là, du coup, on est toujours transparent et très égal entre chaque acteur. Donc chaque acteur prend sa part du gâteau. Tout le monde est à part égale. C'est-à-dire que typiquement, tout le monde va fonctionner sur une soirée événementielle. Exactement. En fait, c'est soit tout le monde fonctionne, soit on ne la fait pas. Ok. Très clair. Le but, c'est d'être toujours d'accord. Vont adapter leurs offres, parce qu'on parlait de cocktail dînatoire. Est-ce qu'ils vont faire des plus petites choses, ou non? Oui. Ça va au contraire vraiment fonctionner comme d'habitude, mais en privatisé. Pour un cocktail dînatoire, typiquement, les vrais burgers, les burgers Little Baobé, typiquement, ne font pas des gros burgers. Ils font des petits burgers parce que c'est beaucoup plus sympathique à manger debout. Chez Père et Fiche, ils coupent les burgers en deux, ils les séparent bien, et du coup ça fait un demi-burger par personne. Et typiquement, si on a exactement.
Donc en fait, lors des privatisations, on adapte vraiment notre offre à une offre manger debout. Ok. Vous avez des packages, des offres adaptées. C'est ça, en entrée, en plat, en dessert. Voilà, hein, ça va du mochi glacé au tiramisu. C'est l'avantage d'avoir des acteurs qui sont complètement différents. Et puis en plat, vous pouvez aussi bien manger une pizza que un burger au poisson lors de la même soirée. Mais c'est quand même, enfin, je trouve ça super que les acteurs jouent le jeu aussi avec vous en disant, ok, on est tous ok pour faire de l'événementiel et on va. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Hein. Oui. C'est vrai que c'est un moment où, voilà, en tant que restaurateur, on peut aussi innover et voir si telle nouvelle recette marche. Typiquement. Ils testent parfois des nouvelles saveurs sur des privatisations. C'est pas bête. C'est une bonne idée à retenir. Parce que vous êtes au contact des clients, vous voyez réagir en direct. Ouais, donc c'est plus intéressant que sur une journée de vente entre guillemets lambda. La pression de l'envoi aussi. Exactement. Parce que pour un restaurateur, une privatisation, c'est beaucoup plus confortable. Vous savez qu'à telle heure, vous avez tant à envoyer, vous anticipez ça. Même en termes de main-d'œuvre, vous devez avoir moins de gens postés. Donc c'est toujours assez confortable, une privatisation. On n'a pas eu de refus de la part des restaurateurs, mais c'est vrai qu'on doit tous se mettre d'accord en amont. C'est le challenge quand on est 5 acteurs différents, du coup, sur un food court. Et du coup, comment vous êtes structuré au niveau de la direction d'Iconic? Comment, parce que j'imagine qu'il doit y avoir quelqu'un qui peut-être s'occupe de gérer toute cette partie événementielle et un petit peu de s'occuper de la communication avec chaque acteur. Oui, bien sûr. Remonter ça au client, mais il y a toi qui est directrice de site. Tu disais aussi que vous avez une grosse partie événementielle, animation. Est-ce que, j'imagine que tout ça c'est communiqué. Comment vous vous organisez, parce que c'est pas courant de savoir comment est structuré un food court. C'est clair. Du coup, nous, on est 5 acteurs. Enchantés à donc la responsabilité de la gestion du lieu dans son global. Ouais. Moi, en tant que directrice de site sous la casquette Enchantée et Amerson, mon rôle, c'est donc de faire en sorte que tout le monde soit d'accord quand on prend une décision, mais aussi de cadrer les privatisations, donc de recevoir les demandes, de faire les devis, de valider avec le client des offres potentielles. Typiquement, si demain on reçoit un devis où un client ne veut que du végétarien, c'est à moi d'aller vers les restaurateurs et de leur dire, écoutez, sur telle soirée, j'ai une résa, moi, il me faut que du végétarien. Est-ce que vous êtes OK ou pas? Est-ce qu'on y va ou pas? Et donc, en fait, on a des réunions hebdomadaires, tous les restaurateurs et moi-même, pour se mettre d'accord donc sur une offre à proposer pour telle ou telle privatisation. Il faut que ce soit collégial. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est 5, on n'est pas tous les jours, on n'est pas toujours forcément tous les 5 d'accord sur tout. Maintenant, voilà, ça se fait en bonne intelligence. Et quand il y en a un qui a eu la main sur une décision, il la laisse à l'autre pour la fois d'après. Voilà, le but c'est de le faire en bonne intelligence. Vous êtes assez petit pour que ça se passe de façon conviviale, quoi. C'est ça, et puis 25 acteurs différents. Voilà. Et puis quand il y a une décision qui prend trop de temps, qui est énergivore et qui n'a pas grand intérêt, c'est à moi de trancher. Ouais. Et donc en fait, je vais au plus simple, au plus efficace et au moins pénalisant. Même si ça ne plaît pas forcément, au moins c'est fait, c'est tranché, c'est acté et on avance. Quand vous avez 5 acteurs, c'est ça, je suis le maton. Non, c'est pas joli. Quand vous avez 5 acteurs différents sur un site, alors même si on a tous un objectif commun, c'est on n'est pas une association, donc le but c'est de générer un certain chiffre d'affaires. Il y a forcément des disparités entre des acteurs. Et donc notre objectif à tous, ça va être d'éviter d'avoir des sujets énergivores pour avancer sur ce qui nous fait réellement gagner en termes de chiffre d'affaires, mais en termes d'image aussi. Oui. Donc t'es un petit peu toute seule en tant que partie enchantée, comme tu viens de dire, Amerson. C'est ça, mais avec la chapeaute après l'ensemble des acteurs qui sont au sein du food court, mais qui va vraiment être, comme on disait, la gardienne. C'est ça. Tu es maître à bord, tu es le capitaine.
Voilà, alors moi j'ai la gestion du bar en direct, parce que le bar appartient donc à Enchanté. Donc les équipes du bar me sont rattachées. Par contre, je n'ai aucun lien de subordination avec les autres acteurs. Comme on est... c'est un partenariat. Exactement. Oui. Donc en fait, c'est moi qui vais trancher parce que le lieu est sous ma responsabilité et qu'à un moment il faut trancher. Mais je n'ai pas de lien de subordination avec les autres acteurs et donc il faut faire les choses en bonne intelligence. Et ensuite, c'est au sein du siège Enchanté, il va y avoir, je dis n'importe quoi, une personne qui s'occupe de toute la partie commerciale et marketing ou plusieurs et qui vont à ce moment-là gérer plusieurs structures. Alors pour l'instant, Enchanté a une personne dédiée sur le marketing. C'est quelqu'un qui est sur site. Ok. Et sur la partie commerciale, tu parles des devis, c'est ça, pour les privates ou j'avais l'impression que tu t'en occupais, mais c'est juste pour vraiment comprendre comment vous êtes structuré, parce que en fait j'ai compris que opérationnellement, commercialement, t'es le couteau suisse. tu fais un petit peu tout. Tu gères aussi toute la relation partenaire, etc. Donc avec les restaurateurs présents, enfin voilà. Ils sont contents. Hein. Après sur les autres sujets, on a aussi c'est plus sur j'en sais rien moi, quand il faut promouvoir une nouvelle animation qui se met en place pour tous les mercredis soirs. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui va faire en sorte que ça fasse un peu de bruit. Oui, c'est ça. En fait, au siège, donc on a toute la partie finance. Et ensuite, on a sur site une personne qui fait la communication, le marketing, du coup, qui est pareil sous ma responsabilité, avec qui en fait on se met d'accord sur un planning événementiel, sur la programmation, sur les posts, typiquement des réseaux sociaux. Tout ça, c'est géré sur site. Ok. Non, voilà. Tu vois, naturellement, j'aurais pensé que c'était au niveau du siège et que, enfin bref, donc tu vois, c'était bien qu'on en parle. Non, après c'est vrai que c'est une petite structure iconique et que Enchanté à l'heure actuelle a le site d'Iconique uniquement. Donc autant avoir une personne qui est il se concentre sur Iconique. C'est pour ça qu'on a une personne en direct chargée de ça, de la programmation. Les services qu'on a au siège, ça va être la finance. Ok. Est-ce que vous avez pour ambition de développer le concept ou de rester vraiment concentré que sur ce food court là? Alors le but, bien sûr, c'est d'étendre les food courtes par Enchanté. En France Oui, en France et pourquoi pas dans le monde, bien sûr. Notre objectif à terme, c'est d'être la référence en termes de food court. C'est-à-dire que quand vous avez un espace inexploité ou mal exploité quelque part, le but, c'est de se dire, tiens, si je veux faire un food court, je m'adresse à Enchanté parce qu'ils savent dynamiser un lieu, le rendre attrayant, créer une offre adaptée à la clientèle et conceptualiser tout ça. Un lieu, on le prend vraiment brut de béton et on le transforme en food court avec tous les travaux, avec les plans, etc. Ça, on peut déjà vous contacter si, par exemple, on est propriétaire de locaux et qu'on Tout à fait. Ouais, ça c'est tout déjà actif. On a d'ailleurs des projets en cours. Pour le Donc tu pour nous le reparleras. Je vous reparlerai de ça d'ici 6 mois. Super. On va un peu zoomer sur toi, Léa. J'aimerais bien revenir à cette partie un peu management parce que je pense que au vu du parcours que tu as eu, tu as dû gérer des grosses équipes avec des challenges très différents. Est-ce que pour toi il y a des réflexes indispensable quand on prend en main une équipe opérationnelle? Alors, je vais on va faire le vocabulaire pour les nuls. Sait-on jamais? On n'ait pas honte entre nous. Quand je vous dis opérationnel, mes chers auditeurs, je vous parle de tous les métiers qui vont être sur le terrain, qui vont être face client. Ça peut être dans les cuisines, ça peut être les hôtesses, ça peut être les vestiaires, ça peut être la salle, ça peut être les boissons, ceux qui vont faire les cocktails, les servir, les sommeliers, enfin tous ceux qui vont parler à vos clients ou qui vont produire sur le terrain des éléments pour l'événement. Donc je pense aux arrières avec les cuisines, etc., qui sont pas toujours visibles clients, mais qui sont bien là, la pâtisserie, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les opérations, le terrain. Et quand on est sur des très grosses structures, comme a pu faire Léa,
alors tu vas nous dire, mais on peut se retrouver à gérer des équipes de centaines, milliers de personnes, notamment sur des très gros restaurants d'entreprise, où tu parlais du secteur hospitalier. J'imagine que ça représente énormément de personnes au quotidien. Et voilà, je pense que tu as de très bons conseils, parce que quand on débarque un peu et qu'on se retrouve à devoir gérer une équipe et qu'on n'a jamais fait ça, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des vrais codes. C'est un milieu qui a un univers, la restauration. Quand on a grandi dedans, je parle professionnellement, quand on a démarré dedans et qu'on a grandi dedans, les codes sont innés, mais quand on débarque, c'est pas évident. Donc je comprends la question. Demain, tu arrives, tu prends une équipe en main. Qu'est-ce que tu vas tout de suite t'assurer de faire, de regarder, de mettre en place pour que tes collaborateurs soient en bien-être, en confiance, puissent faire correctement leur travail? La première chose, c'est de fédérer une équipe autour de soi, sinon on va nulle part. Pour fédérer l'équipe, il faut comprendre leurs problématiques. C'est-à-dire que sur chacun des postes qu'on a à manager, il faut comprendre, est-ce qu'il a bien l'objectif que moi j'attends dans la tête? Est-ce qu'on est aligné sur l'objectif de son poste? Quelles sont ses problématiques au quotidien? Comment je peux l'aider? Et troisième chose, est-ce que c'est quelqu'un que je vais pouvoir accompagner dans une évolution ou pas? On a des gens qui ont envie d'évoluer, qui se donnent les moyens, et d'autres qui sont très bien là où ils sont et qui n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. En tant que responsable, notre rôle, c'est ça. Être sûr qu'ils ont les outils adéquats pour faire leur job, être sûr qu'ils sont bien alignés avec nous sur la vision de leur poste et sur la vision de où on va tous ensemble. Et troisième chose, savoir s'il y a une évolution ou pas derrière. Est-ce que tu conseillerais à des futurs responsables ou des responsables qui sont pas forcément passés par le terrain de mettre la main à la pâte? Obligatoire. Ouais, c'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable, point à la ligne. C'est-à-dire que si on n'a pas fait de terrain, on ne peut pas comprendre les problématiques du terrain. Alors, essayer de régler des problématiques, et j'ai rien contre la bureaucratie, mais derrière un ordinateur, c'est joli sur le papier. Maintenant, dans les faits, c'est bien souvent pas réalisable. Il faut se dire que les personnes dans la restauration, mais pas que. Moi, typiquement, je viens d'une famille qui a une boîte dans le BTP. Et c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si on met pas les mains dedans, on sait pas comment ça se passe. Et si on sait pas comment ça se passe, on peut pas prétendre à une vision. Voilà, comprendre et prétendre à une vision. Donc pour moi, c'est primordial de mettre les mains dedans, de connaître chacun des postes, de faire une journée sur chacun des postes. Enfin voilà, tu arrives sur site, quelle est ta première mission? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu checkes? Je dirais même pour ceux qui le peuvent, de faire un peu plus que ça, parce que il y a des métiers qui sont plus durs que d'autres. Et de les faire une journée, on comprend le quotidien, les gestes, les enjeux du poste, mais pas forcément, tu vas me dire si tu es d'accord, mais le côté émotionnel. Oui, parce que je me dis, je vais prendre des postes qui sont, on sait, très durs physiquement, la plonge, mais qui peuvent être aussi très amusants. Je dis ça parce que alors, moi, je tiens à dire qu'à Ferrandi, la plonge, c'était la punition. Alors, quand on arrivait 10 minutes en retard, on était punis et on passait notre service à la plonge. Donc, c'est vrai qu'on l'a vécu comme une punition, mais... Moi, j'ai fait un autre lycée hôtelier. Et au contraire, sur certains événements, faire la plonge, c'était un peu la planque. Parce qu'on était entre copains, on pouvait dire toutes nos bêtises et on n'était pas face client à devoir attendre pendant des heures debout. Enfin voilà, il y avait un côté un peu, c'était un peu la fête. Dans les arrières, mais parce que on était entre étudiants. Mais bref, donc quand on fait une journée à la plonge, en plus il y a des équipes de plongeurs qui, moi j'ai des souvenirs dans les hôtels où vraiment ça rigole beaucoup, et heureusement, parce que ce qu'on voit pas, c'est que c'est très dur toujours. Donc on fait une journée avec eux, on se marre, forcément, c'est rigolo. Oui, on est un peu fatigué à la fin de la journée, mais tout va bien. Mais le côté où c'est pesant moralement,
parfois d'arriver le matin, de tout de suite avoir des odeurs de nourriture usée, de devoir s'occuper de poubelles, de se rendre compte que y a une petite bébête qui traîne et que y a, je sais pas, un truc qui remonte, ou des canalisations qui sont bouchées, ou une machine à laver qui marche pas, ou enfin une machine à laver, un laveur, un lave-vaisselle. Et puis de sortir le soir et de toujours sentir aussi la nourriture tout le temps. Il y a une espèce d'usure qui peut arriver, et que quelqu'un qui n'a pas passé beaucoup de temps avec ses équipes sur le terrain peut, pas parce qu'il en a envie, mais parce qu'il se rend pas compte, peut passer à la trappe. Il peut ne pas voir cet aspect-là d'un métier. Donc pour renforcer ce que tu disais, j'aurais même tendance à dire, allez-y régulièrement. Oui, non, ça c'est vrai. Faites des petits tours de temps en temps. Il y a des hôtels qui ont des très bonnes stratégies. Je sais pas si tu as connu ça, Léa. C'est un petit vie ma vie, c'est ça? Non, ils font même des... Alors, ça, c'est obligatoire. Dans la plupart des grosses marques hôtelières, c'est obligatoire. On est obligé, quand on va dans des services support, c'est parce qu'on a plus de temps, on a moins d'horaires d'exploitation. Quand je dis les fonctions support, c'est tout ce qui est généralement dans les bureaux. On doit passer une journée de ci, de là, un petit peu dans tous les services, mais aussi parce que ça nous permet de connaître un peu tout le monde, parce que sinon on est complètement déconnecté de l'hôtel. Mais il y a aussi quelque chose que je trouvais très amusant dans un des hôtels dans lesquels j'ai travaillé, qui, dès qu'un service est en difficulté, ils envoient un message en interne, on va dire l'équivalent d'un WhatsApp, en disant on est en difficulté, tous ceux qui n'ont rien d'urgent, est-ce qu'ils peuvent venir prêter main forte? Et ce qui fait que ça crée, déjà, ça crée des souvenirs, parce que la cohésion. Voilà, on est tous ensemble, et il y a, face à une difficulté, on se met en groupe et on la surmonte. Mais du coup, ça permet aussi de vivre le quotidien dans un moment de difficulté, de personnes qui sont sur des postes terrain. Donc, quand on est face au client, il y a aussi un côté où, enfin, face au client ou pas très loin, où il faut que ça sorte, parce que derrière ça attend. Et j'ai toujours trouvé que cette organisation était vraiment très judicieuse et servait à tout le monde. Donc voilà, je suis très d'accord avec toi, Léa. Non, oui, non, moi je suis à fond pour le terrain. Je pense que voilà, il faut avoir une expérience, déjà, avoir commencé au bas de l'échelle pour comprendre chacun des postes. C'est vrai que Ferrandi, le stage de première année, voilà, on commence en tant que runner, à la plonge, dans les restaurants, dans les brasseries dans lesquelles on est placé. C'est pas des postes qui sont simples, c'est des postes qui sont très physiques, mais ça nous permet en fait d'observer. Je pense que la qualité première d'un bon responsable, c'est l'observation. Comprendre ce qui se passe. On n'agit pas tant qu'on ne comprend pas, parce que sinon, en fait, on se plante et on perd toute crédibilité, et donc on perd la cohésion de son équipe. Prendre le temps de comprendre comment est la structure, et du coup de savoir jusqu'où je vais l'emmener, en fait. Qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je vais améliorer. Là, je parle de ça par rapport à Econic, parce que moi, du coup, mon arrivée sur Econic, c'était un petit peu ça. Le but, c'était de remettre un petit peu sur les rails. Exactement. Enfin bref, mais bon, dans tous les cas, qu'on démarre ou qu'on reprenne, je pense qu'il y a des bases communes sur... Il faut toujours faire un état des lieux. Oui. C'est-à-dire qu'en arrivant sur un poste, la mission première, c'est j'observe, qu'est-ce qui se passe, jusqu'où on me demande d'aller, qu'est-ce que je suis capable, moi, d'apporter à cette structure, au niveau des personnes qui sont dans la structure, jusqu'où elles sont capables d'aller, de me suivre, quels sont les moyens qu'elles me demandent. Rien ne se résout sans communication. En fait, j'ai pu avoir des responsables moi-même qui étaient un petit peu tyrans. C'est des gens qui ne fédèrent pas. Pour moi, on ne manage pas par la peur. Sinon, ça s'appelle une dictature, c'est autre chose. Et en fait, alors, je dis pas que c'est le monde des bisounours, loin de là. Je pense être quelqu'un d'assez ferme. Mais une règle n'est pas obligée d'entraîner vers le mal-être. Exactement. Le but, en fait, c'est d'être toujours juste. C'est-à-dire qu'il y a une règle, on ne déroge pas. On peut faire des erreurs, mais on déroge pas à la règle de façon volontaire.
voilà, et être toujours juste, c'est pas toujours faire des choses qui sont bien dans le sens gentil. Non, être juste, c'est appliquer la même règle à tout le monde. Ouais. Donc même si on a un salarié qui pendant 3 mois s'est démené pour quelque chose et qui pendant 2 semaines met des retards de 40 minutes tous les jours, bah, c'est pas pour ça que je vais pas le punir. Non. Je veux dire, oui, pendant 3 mois, tu t'es démené et t'as fait des choses géniales. Mais si derrière, je sais pas, pendant une semaine, tous les jours, j'ai 40 minutes de retard pour X raisons, non. Il faut en parler. Ouais. Voilà. Il faut toujours rester juste. Et ne pas laisser passer non, et puis de choses. Ça peut aussi que la dérive est rapide. Amener à des conversations importantes, parce que quelqu'un qui a priori, c'est un très bon exemple quand tu dis quelqu'un qui s'est démené pendant 3 mois et qui après pendant 2 semaines arrive toujours en retard, il y a peut-être une démotivation. C'est peut-être important de tout de suite attraper la situation, la reprendre en main pour avoir une conversation, pour pas que l'employé se retrouve dans un mal-être et que ça soit un glissement de terrain. Et puis après, une fois qu'on est dans la sphère du négatif, c'est beaucoup plus dur d'en sortir, quoi. Dans le domaine de la restauration, on a quand même cette chance d'être tous au même endroit, au même moment, en général, dans un restaurant. Dans l'événementiel aussi. Enfin, voilà. Dans les lieux événementiels. On a un début de service, on a une fin de service. Un briefing, un débrief, ça coûte rien. Ça fait du bien, ça cadre les choses. Tu mets toujours en place les briefings? Alors, sur des gros services, oui. Ouais. Des débriefs, pas après chaque service, parce que voilà, nous on est un food court, donc on traîne pas mal dans le temps, etc. Mais on a des règles. Moi, je passe beaucoup par l'organisation via WhatsApp. On a tous WhatsApp, on a le téléphone, les grosses consignes, elles sont passées dans le groupe, tout le monde les a. C'est quelque chose d'important, en fait. Réussir à maintenir un niveau d'information d'une équipe, que tout le monde ait le même niveau d'information, alors que le lundi, il y en a un qui est en repos, le mercredi, l'autre, etc. C'est hyper important. Parce que si on loupe une info, ça va très vite. Ça va très vite. Et donc, tu dirais quoi quand tu parles là de... Donc, vous êtes en constant accueil du public, ces fameux briefs, tu parlais d'un brief toutes les semaines. Ça, c'est quelque chose, ça te paraît le minimum d'avoir un brief par semaine avec les équipes pour dire... Oui, une réunion d'équipe par semaine, c'est le minimum. Okay. On est obligé, surtout lorsqu'on reprend un lieu. Parce que on va être face aux demandes de certaines personnes. Alors, on peut s'apercevoir aussi qu'il y a des demandes qui sont des fois pas du tout alignées avec le lieu. Typiquement, quand on arrive en tant que responsable sur un lieu, des fois on va avoir des demandes où on sent que la personne se dit bon, j'ai rien à perdre, je teste, elle est nouvelle, peut-être qu'elle sait pas. Ça va passer. Oui, voilà, ça va passer. Alors ça c'est vrai qu'il faut savoir prendre un peu de recul par rapport à ce genre de choses. Peut-être c'est exactement prendre son temps avant de dire écoute, je note, c'est ça. Laisse-moi arriver et on en fait, reparle. Il faut pas être dans ce tempérament d'urgence. On n'est pas chirurgien cardiaque, voilà. On n'est pas chirurgien cardiaque, même s'il y a un service qui se passe mal à notre arrivée, c'est pas grave. Vaut mieux prendre le temps de comprendre ce qui se passe, d'analyser les choses plutôt que de donner des réponses qui sont fausses ou qu'on va regretter d'ici 48 heures. Enfin voilà, faut éviter de parler trop tôt. Moi, je pense que la principale raison d'un site qui marche, c'est la communication, le fait d'échanger ensemble, le fait de comprendre ce qui se passe sur le site et ensuite d'établir ses propres règles. Oui. Comment est-ce que tu as des astuces pour motiver les troupes? Est-ce que toi tu fais des choses en particulier ou c'est plus par un bien-être quotidien Alors parce que tu vas être présente, parce que tu vas pas, si tu dis j'ai entendu ce que tu m'as dit, je ne peux pas y répondre aujourd'hui, mais laisse-moi le temps d'y réfléchir et je reviens vers toi, tu vas revenir vers les gens. C'est des choses bêtes, ce que je suis en train de dire, mais dans la restauration. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité, en fait, c'est tout le temps juste. C'est-à-dire que on va écouter quelque chose. Moi, je suis pas en mesure de répondre à toutes les questions à l'instant T. Par contre, j'écoute, j'enregistre et je reviens. Et quand je dis que je reviens, c'est pas oui, voilà, je le fais. Donc là où j'arrive à fidéliser mes équipes, c'est que y a de la fiabilité dans ce que je fais et que y a toujours cette notion en fait d'être juste. Alors être juste, c'est dans le positif comme dans le négatif.
C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui va pas être dans les rails, même s'il a pu faire les meilleurs services du monde il y a 3 mois, il est pas dans les rails, je lui tombe dessus. Et inversement, être juste, c'est quand quelqu'un fait bien les choses, de pouvoir lui proposer une évolution. C'est quand même hyper gratifiant en tant que responsable de se dire, voilà, telle personne, je l'ai pris à tel niveau, et à l'heure actuelle, elle a évolué, elle a compris les choses, elle a acquis des compétences et maintenant, elle est à tel poste. Pour moi, c'est le rôle d'un manager. Un manager qui ne fait pas évoluer ses équipes. Oui, c'est étrange. Il a peur qu'on lui prenne sa place. Oui, moi, je suis d'accord avec toi aussi. Normalement, on est là pour faire grandir les équipes et pas pour les garder dans une espèce de... les congeler dans une position. C'est ça, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le domaine de la restauration, c'est hyper difficile de recruter, hyper difficile de trouver du personnel fiable. Donc la moindre des choses, c'est d'être toujours juste face au personnel, de dire les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les maquiller, et d'avancer avec ça. Maintenant, pour la motivation, c'est vrai que ça paraît bête, mais une réunion hebdomadaire où en fait on va écouter les problématiques de chacun. Mais déjà, ça, c'est la base. C'est-à-dire que sans réunion hebdomadaire, moi, je comprends pas un site qui tourne. C'est pas possible. Il faut pouvoir écouter tout le monde, mettre tout le monde autour de la table à un moment donné. Et à la suite de ça avoir des retours. Écouter, c'est une écoute une écoute active, hein, c'est pas entendre. C'est j'écoute. J'écoute, je balaye déjà les sujets qui n'ont pas lieu d'être, ou alors les demandes qui sont aberrantes, ou les choses qui sont déjà réglées, mais l'information n'est pas arrivée à la personne. Voilà. Donc en fait, on fait déjà du propre dans tout ça et on garde ensuite les sujets réellement à traiter. Et sur ces sujets-là à traiter, on essaye de mettre des deadlines, dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, et on revient. Comment tu t'organises ? Tu te fais une petite checklist C'est ça. Ouais. Moi, je travaille beaucoup avec des tableaux Excel. Alors, j'ai des tableaux Excel magnifiques, tu vois, avec des couleurs et tout. Alors, tu le regardes, tu dis que je suis directrice artistique, sincèrement. Alors que pourtant, j'ai pas de goût, hein. Mais je commence, tu vois, les trucs qui sont hyper importants, forcément, c'est en orange. Et ensuite, c'est un peu un ordre, voilà. Donc, t'as un tableau dédié à ton management, quoi. Au suivi, en fait, au site global. C'est-à-dire que je vais avoir tout ce qui va être les achats, qu'est-ce que je dois acheter ou réparer, qu'est-ce que je dois gérer comme problématique plutôt humaine, c'est plutôt segmenté en 3-4 secteurs, le juridique, l'humain, l'achat type matériel, et ensuite t'as du jaune, du orange et du rouge, mais rouge ça veut vraiment dire que là c'est compliqué, quoi. Voilà. Et puis après je garde quand même en ligne les projets abandonnés. C'est-à-dire que ça passe en gris. Pour me souvenir qu'en fait ça, on a été au bout de la piste et au final c'est pas intéressant, on l'a pas fait, voilà. Moi je faisais ça aussi et je gardais du coup mes notes de pourquoi, parce que si ça revenait, c'est bon. On peut le justifier. Plus de temps. Oui, puis ça. On perdait plus, je sais pas combien de temps là-dessus et on se concentrait sur la suite. Chaque task aussi, je la nomme entre 1 et 10. En fait, il y a 1 et 10 et 1 et 100. Donc 1 à 10, c'est l'ordre d'importance de la tâche. Donc 1, c'est bon, c'est pas très important. 10, c'est hyper important. Et à côté, je mets le score de lourdeur de la tâche. 1, c'est vraiment pas lourd du tout. 10, c'est un truc 100, c'est un truc hyper lourd à faire. Donc, alors en général, quand c'est corrélé, quand t'as 10, 100, tu te dis bon, allez, celle-là, je me mets une journée et j'y vais. Mais des fois, t'as des trucs, tu vois, c'est super important. Genre, t'es à 10, et puis au final, en termes de lourdeur, t'es à 20. Tu te dis, tu vois, ça en 1 heure, si j'arrive à le faire, c'est un well done, quoi. Et donc, en fait, le but, c'est d'essayer d'avoir toujours le listing des choses dans l'ordre dans lequel ça doit être fait, avec des couleurs et avec cette espèce de petite note. Comme ça, en fait, dès que je sais que j'ai 2 heures où en gros je suis isolée quelque part et que je suis tranquille, et là on peut avancer. Super. Il y a autre chose, je sais, sur lequel tu as beaucoup travaillé, c'est toute la partie qualité hygiène, notamment parce que tu as fait de l'hospitalier. Est-ce que là-dessus c'est pareil, quelqu'un qui n'y connaît rien,
qui ouvre un restaurant, ouvre un bar, ouvre un lieu événementiel où il va y avoir une partie cuisine, bar, etc. à l'intérieur. Est-ce que il y a des choses indispensables, peut-être même des ressources que tu peux citer si tu veux, qui permettent de se former, des bons réflexes à avoir. Oui, déjà il y a la formation obligatoire, c'est-à-dire que si on n'a pas de CAP restauration, il y a la formation obligatoire en hygiène pour ouvrir un restaurant. Mais je ne crois pas que c'est le cas pour les lieux événementiels. Ah, pour l'événementiel, non. Enfin, c'est que quand il y a de la food réellement, Ouais. quand il y a de la nourriture, pas pour la boisson. Bon, pour la boisson, après il y a tout ce qui est les licences. Maintenant, il est super important de se former à l'hygiène. Comme moi, je l'ai dit plusieurs fois, l'hygiène, c'est la base de la qualité. C'est-à-dire qu'en fait, sans une bonne hygiène, on fait pas de qualité. Sans une bonne qualité, on n'a pas une bonne presse, tout simplement. Et donc, c'est primordial d'avoir toujours une exigence en hygiène qui soit assez élevée. Donc, ça passe par, voilà, quel est le premier réflexe d'un restaurateur quand il rentre dans son restaurant? Un coup d'œil sur les températures. J'ouvre mon restaurant, je regarde mes températures. Ah, j'ai un frigo à 17 degrés, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je dois aller suivre mes courbes. Maintenant, il y a pas mal d'outils qui sont hyper intéressants sur ça. De contenu aussi, je crois, à me souvenir, mais je vérifierai ça. Je mettrai peut-être des liens. Il y a Sauf Adrien, je crois, qui fait pas mal de contenu sur l'hygiène. Oui. Et puis il y a des outils aussi qui aident, parce qu'on sait que dans le domaine de la restauration aujourd'hui, on a vraiment des gens qui arrivent dans le domaine de la restauration dont c'est pas le métier, et donc des outils comme Ipac Hygiène qui centralisent tout le PMS au final. Alors ils peuvent vous créer votre PMS, mais ils peuvent aussi du coup dans une tablette vous dire voilà, à tel moment il faut prendre la température du frigo, à tel moment il faut faire votre inventaire. En fait, vous avez toute votre hygiène centralisée au même endroit. Et ça, c'est top. Ce genre d'outil, moi, je trouve que c'est une super main tendue à toutes les personnes qui ne sont pas à la base du domaine de la restauration pour suivre, en tout cas, sur tous les aspects légaux, ça. Et puis, ils font aussi de la formation. Nous, Eurofin Hygiène Alimentaire, on en faisait, bien sûr. C'est hyper important, je veux dire, une intoxication alimentaire, ça va très loin. Au-delà de nuire à l'image du restaurant, enfin, on peut aller jusqu'à la mort d'une personne. C'est quand même pas rien. Tout ça parce qu'on n'a pas suivi la chaîne du froid. Non, mais c'est pour ça, et c'est vraiment, c'est des choses quand on sait pas aussi, et il faut, ça c'est vraiment. Oui, il faut s'informer. Oui. Pour moi, la base d'un restaurant, c'est la localisation. Mais si on a un super restaurant très beau et très bien localisé, mais qu'on n'est pas foutu de faire de la qualité, et pour moi, je le répète, qualité food, c'est qualité hygiène, c'est la même chose. Votre restaurant, il va être très beau, très joli, très bien placé, mais très vide. Parce qu'on va venir y manger une fois et que si on tombe malade derrière, voilà, je vois pas grand monde qui pourrait y aller. Oui, de toute façon, ça me paraît. En effet, a priori, si vous avez la réputation d'intoxiquer vos clients, ça va être compliqué. Quand je suis un lieu événementiel, je vais travailler avec des prestataires, comme vous le faites chez Iconic. Vous travaillez avec des partenaires, des prestataires sur la restauration. Comment est-ce que je sais que mon partenaire, au-delà de sa réputation, mais c'est sérieux en termes d'hygiène? Est-ce qu'il y a des choses que je peux regarder que je peux voir? Nous, ça a été mis dans les contrats. Okay. Nous, ça a été mis dans les contrats. On a un droit de regard sur l'hygiène de chaque stand. On a le droit de faire des audits, etc. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le nettoyage. Nous, le matin, quand on arrive, est-ce que le nettoyage de la veille au soir a bien été fait? On a les testos pour l'huile. Est-ce que l'huile de friture est suffisamment bien changée? Suivi des températures et contrôle à réception. On va dire que c'est les 4 choses les plus importantes. Suivi des températures, donc en contrôle à réception et les frigos. Contrôle des huiles. Donc après il y a tout ce qui est contrôle DLC, bien sûr, mais ça fait partie un peu contrôle à réception. DLC, alors je vais juste traduire. Léa, DLC, c'est la date limite de consommation. Je sais pas si tout le monde sait que. Enfin, j'ai peur que ça soit un jargon restauration. Mais voilà, DLC, c'est donc quand on est traiteur, qu'on produit, n'importe quoi, des petits fours, on les met sur des plaques, on les filme. Donc a priori, ça doit arriver comme ça chez vous.
et pas n'importe comment, ou dans des boîtes, ou enfin voilà, c'est fermé, hermétique. Et dessus, normalement, il y a des dates parce que ils doivent vous dire, même si ils l'ont fait maison, ils doivent vous dire, au-delà de cette date-là, ça n'est plus valable. Donc ça, votre prestataire est censé vous l'indiquer. On est d'accord? Voilà. Je dis pas de bêtises. C'est ça. En fait. La DLC doit toujours être indiquée sur un produit frais, transformé, etc. S'il n'y a pas de DLC dépassé, si la chaîne du froid était respectée, aussi bien pendant la livraison que pendant la conservation sur pareil, site. Si on doit faire la version pour les nuls, ça veut dire que quand votre traiteur, prestataire vous livre, normalement, il vous livre avec un camion réfrigéré. Et ensuite, quand ça arrive chez vous, ça va directement en frigo ou en congélateur. Enfin, ça dépend de ce que c'est. Mais c'est ça, respecter la chaîne du froid. C'est-à-dire qu'il va y avoir un temps minimum en plein air et en température non contrôlée. Alors typiquement, ça passe aussi par quand je reçois ma marchandise pour mon restaurant, je dois pas recevoir ma commande à 7h du matin si je n'arrive qu'à 10h. Oui, aussi, oui. Voilà. Non, c'est un sujet qui souvent, alors ça fait rire quand on est réellement dans le domaine de la restauration, mais des gens qui se lancent dans la restauration prennent pas forcément le temps de cadrer leur livraison. Et donc en fait, dans beaucoup de restos, typiquement le pain, on se le fait livrer, on n'est même pas sur site. Ils nous le laissent, à l'entrée, etc. Nous, ça se passe beaucoup comme ça en restauration collective. Ils le laissent en fait dans les parties communes, tout emballé. Et donc, lorsque les équipes arrivent, elles s'en chargent, parce que pas mal de livraisons de produits non froids se font la nuit. Par contre, quand c'est du frais, là, oui, on doit être sur place. Parce que un petit steak haché qui arrive à 7h30, qui était dans un camion frigorifique, qui reste 2 heures dehors, je vous souhaite bon courage pour la digestion. Voilà. Donc, après, voilà, il y a tout ce qui est température de cuisson aussi. C'est vrai que pour moi, ça paraît un peu aberrant de prendre quelqu'un en cuisine qui n'a aucune notion du 63 degrés. Qu'est-ce que c'est que 63 degrés ? Quand la personne me fait des gros yeux, je me dis mince, il y a un petit loupé là. Pareil pour la température des frigos. La température des frigos, ça doit être la première action que fait le restaurateur quand il ouvre sa cuisine le matin. La première chose qu'on vérifie, c'est ça. Sont à la bonne température. Est-ce qu'ils sont à la bonne température ? Est-ce que les portes ont bien tout été fermées hier soir ? Parce que ça aussi, on en a. Dans la panique, voilà, on a ouvert la porte, on a passé sa serpillière le soir, on a nettoyé le sol et puis on a laissé ouvert. Oublie de fermer. Oups. Pourquoi ? Bon, voilà. Tout ça, c'est béné. Ah oui, alors c'est quand même dommage. Oui. Mais tu fais bien de le dire, on jette, on se pose pas de questions. Donc voilà. Et je confirme, je suis allée vérifier, mais sauf Adrien, ils font du conseil de façon assez large, mais leur catégorie numéro 1 sur leur site, c'est l'hygiène. Donc ils ont pas mal de contenu sur le sujet. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais voilà, vous pouvez, ça peut déjà vous donner des petites idées de base à respecter. C'est ça. Il y en a beaucoup des règles. Oui, en hygiène, c'est assez important. De toute façon, a priori, si vous ouvrez un bar ou un restaurant, en tout cas un bar qui fait de la nourriture, et un restaurant, mais même dans les boissons, la gestion des boissons, il y a des règles. C'est ça. Avec les frigos, notamment quand on fait des cocktails, a priori, il y a des produits frais, donc il va falloir. Après voilà, il y a beaucoup de bon sens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît toutes ces règles-là, on se dit ah bah oui, c'est logique. Oui. Mais il faut savoir aussi expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on dit que de la viande ne doit pas rester entre 10 et 60 degrés ? Parce qu'en fait, c'est les bactéries qui se multiplient fois 1000 à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça fait une bactérie dans le corps ? Bon, on le sait. Et donc en fait, des fois, c'est des choses un petit peu de façon très très collégiale à expliquer à certaines personnes pour qu'ils se disent juste non, elle ne me crie pas dessus. Alors je crie pas, je parle fort. Pour l'embêter. Non, je veux juste en fait que les choses soient bien faites parce que derrière il y a des conséquences. Et c'est des conséquences qui sont pas négligeables. Donc à partir du moment où on va engager potentiellement la santé de quelqu'un, là c'est un no-go. On peut pas. On peut pas être laxiste sur ce genre de point-là. Bien sûr.
Est-ce que toi, tu as des sources d'inspiration ou de connaissances, comme tu disais que tu étais très friande d'innovation, de nouveautés, de penser un petit peu à demain et de regarder tout ce qu'on peut imaginer plutôt que tout ce qu'on sait déjà faire. Est-ce que toi, il y a des médias que tu suis particulièrement ou des blogs ou des personnes ou... Alors déjà, il y a le tien. C'est gentil. Et puis, alors en termes de médias, pas tellement, mais par contre en termes d'entreprise, oui. L'entreprise Insect, qui veut faire de la farine à base de verre de farine à la base d'insectes. Je trouve que c'est un projet fou, ça m'attire énormément parce que je pense clairement que c'est l'avenir. En fait, dans les insectes, dans les verres de farine, il y a 4 fois plus de protéines que dans la viande pour environ 800 fois moins d'eau. Donc le calcul, il est vite fait. Pour la planète surtout, il est vite fait. Pour nous, c'est vrai que moi la première, j'ai cette appréhension vis-à-vis de manger des bestioles. Maintenant, je me dis si c'est broyé et que ça se voit pas trop, why not? Donc, je pense que je vais sauter le pas bientôt. Il va falloir que je prévienne mon conjoint que le prochain cake, il sera pas à la farine de blé. Mais bon, vaut mieux pas qu'il tombe sur le podcast avant, tu vois. Ouais, voilà. Pour les réseaux. Et je me dis pourquoi pas. Tu vois, je me dis c'est juste top. C'est plus des marques qui vont t'inspirer et que tu vas suivre et que tu vas dire tiens, c'est intéressant comment ils font. Je regarde vraiment attentivement ce qu'ils font. Comment est-ce qu'ils se positionnent face aux consommateurs? Comment est-ce qu'on va dire aux consommateurs bon demain vous allez manger des vers de terre. Mais voilà, en rendant ça hyper sexy. Et en fait, c'est vrai que le transformer en farine et le vendre en fait transformé directement, c'est ce qu'il faut faire. Donc ouais, il y a des boîtes comme ça qui m'inspirent énormément, qui se lancent dans la nourriture de demain, parce qu'il y a un moment où la question va vraiment devoir se poser, quoi. Qu'est-ce qu'on mange? Et puis on peut pas faire de la surconsommation sur ce genre de produit, ou en tout cas la planète n'en pâtira pas. Et donc ouais, ça m'intéresse grave. Ok. Si on veut te suivre, le mieux c'est LinkedIn, j'imagine, professionnellement. C'est ça. Ouais. C'est ça, sur LinkedIn. Un petit peu active, donc je pense que oui. Oui, ça fait 2 bonnes années, tu vois, que LinkedIn, j'aime bien. Je réfléchis des fois à faire un petit post, tu vois, sur un sujet et tout qui m'anime, mais je parle mieux que ce que j'écris. Alors j'espère que les auditeurs vont pas dire non, pourtant elle parlait mal, en plus on n'a rien compris. Parce qu'ils vont dire sinon elle écrit, c'est une catastrophe. Mais tu nous fasses des vidéos. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis un peu timide, tu vois. Moi, j'ai accepté le podcast, je te l'ai dit, parce que je sais que y a pas de vidéo en même temps. Tu vois, on ne me verra pas. Tu peux mettre, voilà, et ma super photo de LinkedIn, parce que quand même, voilà, ça reste entre nous, mais je l'ai pas retouché. Voilà, je le promets. No filter. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est un hashtag à la mode, d'ailleurs. Super. Nous, on aime le no filter. Booking check et event check. Donc voilà, cette photo-là, ça va. Tu vois. Top. Eh bien, allez suivre Léa. Merci pour toutes ces connaissances, Léa, que tu nous as données. Moi, j'ai hâte de découvrir Iconic. J'espère venir voir ça très bientôt. Et tu seras la bienvenue, Clémence. Avec plaisir, je te dirai. Et puis, encore merci d'être venue sur Evencheck. Merci à toi pour ton invitation. Au revoir. Ciao.